Pascal Boyard, qui est un street artiste assez connu, qui utilise beaucoup la crypto, il a fait une grande fresque dans la région parisienne qui s'appelle la chapelle Sixtine Underground. Et c'est un travail énorme. Ça fait 100 mètres carrés de surface. Il y a 400 personnages. Enfin, c'est 5 mois de boulot. Et il a numérisé donc cette œuvre-là pour que les gens puissent le soutenir. Et donc, plusieurs fans en fait ont acheté chacun une petite partie de la fresque. Et donc, chacun était un NFT. D'accord. Et alors, tu es propriétaire d'une partie de la fresque, mais tu peux pas la mettre chez toi. C'est un truc un peu relou. Non, il faut pas voir ça comme on peut interpréter une œuvre d'art physique. Là, pourquoi j'ai un intérêt à acheter un NFT de Pascal Boyard ? Surtout parce que j'aime son travail, j'ai envie de le soutenir. Et si par exemple l'œuvre est détruite, elle continuera à vivre numériquement. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Oui. Alors, c'est parti, en effet. Alors, on teste avec Grégory un nouvel enregistreur. Donc, tu étais très jaloux d'ailleurs, hein, Grégory, j'ai l'impression. Oui, je veux le même, oui. Voilà, je vais en faire la promo, tu peux justement en parler. Je suis pas sponsorisé par Zoom, mais c'est un quoi ? PodTrack P4. Alors, si vous trouvez que c'est bien, vous pouvez l'acheter. Je vais le tester, première fois. Grégory Raymond, salut. Salut. Toi, tu es journaliste. Déjà, on en parlait à l'instant pour préparer un peu tout ça. Journaliste notamment, on dit Capital, chez Capital. Chez Capital, c'est très bien. Capital, donc je te disais que j'avais acheté le dernier numéro. Tu as été podcasteur, tu l'es plus ou moins, mais ça a des hauts, des bas, c'est ça ? C'était une grande passion. J'ai commencé en fait à suivre la crypto en créant un podcast qui s'appelait 21 millions. Et l'exercice était trop bien, j'ai réussi à réunir une communauté intéressante derrière, mais on a eu des problèmes pour le monétiser. En fait, on s'est peut-être lancé trop tôt, mais aussi parce qu'on parlait de crypto, donc c'était encore plus dur à monétiser. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai dérivé plus vers une newsletter payante qui s'appelle aussi 21 millions et qui aujourd'hui occupe 100% de mon temps. Et j'aimerais bien retrouver un peu de temps pour reprendre le podcast. Donc il existe toujours, on peut le trouver, 21 millions. Donc vous pouvez vous abonner déjà, c'est bien. Au moins, en s'abonnant sur 21 millions, vous aurez les futurs épisodes à venir si tu réussis à le réactiver. Le but, c'est de réactiver dans les 2 mois maximum. Hein. Ok, alors voilà, c'est d'actualité. Et pour aller un peu plus loin sur tout ce dont on va parler. Et après, je vous recommande aussi évidemment cette newsletter 21 millions, cette fameuse vague des newsletters Substack. T'es sur Substack, toi ? Non, on a tout développé en interne. Disons que Substack c'est très bien, mais prend quasiment 10% de son chiffre d'affaires. Donc quand on est là sur le long terme, on préfère tout développer chez nous, quoi. Puis t'es dans un groupe allemand, donc c'est des barres de fer, donc voilà. Exactement. C'est encore allemand ? Plus pour longtemps. Prisma. J'allais dire Bertelsmann, mais c'est Bertelsmann. Bertelsmann, ouais, ok. Donc voilà, Grégory, donc toi, éminent spécialiste des cryptos. J'essaye. Voilà, alors Laura, avec qui on préparait cette intervention et cet échange, me dit invité difficile à avoir, mais très respecté dans l'écosystème, tu vois. Et tu t'es pris pour une princesse par mes équipes. Mais je suis arrivé à l'heure. Ouais, carrément. Et moi, j'ai pris un peu le temps, mais voilà. Je suis hyper content parce que on va parler de différentes choses, certaines choses dont on a parlé déjà sur la Martingale, d'autres dont on a pas exactement parlé, que j'ai découvert aussi récemment. Je te parlais, alors le terme, je l'ai jamais utilisé, mais on a déjà parlé de ce qu'on pouvait faire avec les NFT, les non-fungible tokens. Je voudrais parler des cryptos au sens large, je voudrais parler de certaines cryptos, de ton analyse, depuis quand toi tu y es, pour aussi comprendre comment, qu'est-ce que tu as suivi sur ces dernières années. Est-ce que on peut commencer peut-être par là, tu peux m'expliquer
t'as rentré ton entrée dans l'univers des cryptos, justement? Bah, comme beaucoup de monde, c'est venu en 2 temps. Il y a le premier temps, c'est la fois où je découvre vraiment les cryptos. Ça commence par Bitcoin, hein. C'était en 2013. C'est le moment où il y avait la crise de la zone euro, et à Chypre, il y a eu en fait un blocage des comptes bancaires et une ponction aussi des plus gros comptes pour il fallait donner ces fonds à l'Union européenne, sans quoi l'Union européenne n'allait pas donner de plan d'aide à Chypre. Et en fait, il y a une sorte de crise bancaire. Les gens se sont rués dans leurs banques pour retirer tout leur argent. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Bitcoin pouvait servir. Si dans le système bancaire traditionnel, une banque peut vous prendre tout ce que vous avez, ben voilà, Bitcoin, là on ne peut pas, quoi. Donc voilà, il y a pas de, comme c'est décentralisé, que derrière il n'y a pas d'institution, elle ne peut pas se casser la gueule, déposer le bilan, etc. Puisque il y a toujours ces 21 millions de bitcoins, c'est ça. Mais dans ce cas-là, c'est ce que je voulais exprimer, c'est que c'était incensurable. Personne ne peut prendre vos bitcoins sur votre compte Bitcoin, sur votre portefeuille. Et là, dans le cas des Chypriotes, s'ils avaient tout en Bitcoin, ben leur banque, l'État n'aurait pas pu saisir leurs fonds. Donc voilà, c'est là que j'ai vu l'intérêt de la technologie. Après, je connais pas la mafia sicilienne, hein. Je pense que avec un enfant pendu sur le balcon, la tête la première, ils peuvent te prendre tes bitcoins. Non, bien sûr, mais technologiquement, on ne peut pas. Il y a une protection. D'accord. Donc voilà, moi, mon intérêt, ça a éveillé ma curiosité à ce moment-là, et puis j'ai laissé tomber un peu comme beaucoup de monde. Et je suis retourné dedans en fin 2016, début 2017, quand la précédente bulle a commencé. Donc voilà, il fallait suivre ça à Capital, hein. Tout simplement, et moi le sujet m'intéressait, quoi, parce que c'est à mi-chemin entre la technologie, l'économie, il y a même un peu de philosophie, hein, derrière. Donc voilà, moi Tu t'es porté candidat, ou on a dit il y a quelqu'un qui a dit Grégory là-bas, là, toi, tu vas t'occuper des cryptos. Non, j'ai commencé à proposer de plus en plus de sujets, et voilà, et en fait j'ai pas lâché, et depuis ce moment-là, je suis à fond dedans, quoi. Ok. Ouais, en effet, je pense que, comme tu dis, comme beaucoup, parce que je pense que j'ai vécu à peu près la même chose. J'ai compris de loin comment ça fonctionnait, la blockchain, les cryptos. Je m'y suis réintéressé vraiment en novembre. C'était 2016, du coup, le gros ou 2015. Le gros pic, c'était fin 2017, quand le Bitcoin a atteint $20 000. Donc c'était le 16 décembre 2017. Avant de redescendre. Et en quelques mois, c'est passé de 20 000 à $4 000. Ouais, c'est ça. Il y a une très grande redescente, et il se passera probablement pareil là sur cette nouvelle bulle. La différence, c'est qu'à chaque fois, ça retombe de plus en plus haut. Donc voilà, la dernière fois, le point bas, c'était $4 000. Là, le prochain point bas, ça sera peut-être 6 000, 7 000. Et bon, en tout cas, je veux marteler un élément important, c'est qu'il ne faut pas mettre toutes ces économies dedans. C'est exactement comme l'immobilier ou les actions, hein. Il faut pas prendre des prêts pour investir. Enfin, si l'immobilier, on peut prendre des prêts, mais par exemple sur l'action Tesla, je recommande à personne de prendre un prêt pour investir dedans. Et les cryptos, c'est pareil. Surtout que, alors déjà, on recommande rien ici, c'est important. On informe, on échange, on se divertit, mais on donne pas de conseils. En revanche, comme tu le dis, dans les conseils qu'on donne pas, il y a quand même celui de dire tu mets pas tous tes œufs dans le même panier. Et à la différence aussi d'un emprunt que tu peux faire pour l'immobilier, le Bitcoin, tu vas me dire peut-être le contraire, mais ne te rapporte rien. Je veux dire, t'as pas de loyer du Bitcoin, t'as pas de loyer comme tu peux avoir, même dans des actions Tesla, à la limite, dans le meilleur des mondes, tu pourrais avoir des dividendes. Ouais. Si l'entreprise donne des dividendes, ce qui n'est pas forcément le cas de Tesla. Après, il faudrait vérifier. Déjà qu'il soit rentable sur le long terme. Mais en fait, on peut avoir un rendement en dehors de la variation du cours du Bitcoin. Vous pouvez en fait donner vos bitcoins à une société qui va les utiliser, hein, et vous serez rémunéré pour ça, et à la fin à la fin du prêt, vous les récupérez. D'accord. C'est possible aussi de faire comme ça. Écoute, je le savais pas. C'est ce qu'on appelle du lending, en fait. Vous êtes un apporteur de liquidité, donc vous avez des bitcoins, vous savez pas quoi en faire, hein. Vous voulez juste ne pas les perdre, les récupérer dans 1 an, 2 ans, vous les mettez dans un service, qui les récupère et qui vous rémunère tous les mois. Et voilà, et à la donc fin... tu les prêtes. Oui. Mais du coup, si la société se casse la figure... en fait, il y a, tout est protégé par des contrats informatiques qu'on appelle des smart contracts. Oui. C'est-à-dire que la personne qui va en emprunter, elle doit laisser une garantie. Comme une hypothèque, en fait. Et donc, si elle n'est pas en mesure de rembourser, la garantie se débloque et c'est vous qui la récupérez.
Il y a des plateformes spécialisées de smart contracts, je crois. Oui. En fait, les smart contracts, donc, ce sont des petits programmes informatiques qui permettent d'exécuter des tâches automatiquement lorsqu'un prérequis est rempli. Pour que ce soit parlant aux gens, il y a quelque chose de parfait. C'est imaginer, vous souscrivez une assurance contre le retard d'avion. Et en fait, si un avion atterrit avec un retard, dès qu'il touche le tarmac, paf, vous pouvez être remboursé d'un coup, sans faire de demande et tout. On peut faire ça avec des smart contracts. Et Ethereum, c'est la plateforme principale pour ça. D'accord. Ethereum, c'est une plateforme principale pour beaucoup de choses, j'ai l'impression. Oui. Revenir. C'est un Internet décentralisé. On peut bâtir plein d'applications dessus. Ok, ouais, on avait parlé de smart contract, on avait touché ça du doigt avec Jean-Marc Jacobson sur l'épisode 46 de la Martingale que je recommande à ceux qui sont intéressés par toutes ces thématiques et aussi notamment la decentralized finance et notamment l'immobilier qui se fait derrière tout ça. Alors toi, tu as découvert ça à peu près à ce moment-là. Depuis donc plusieurs podcasts, une newsletter. De quoi on parle? Qu'est-ce qui t'intéresse principalement sur tous ces univers et qu'est-ce qui intéresse principalement tes auditeurs, tes lecteurs, etc. Alors c'est assez différent parce que moi je vais parler d'abord de mes lecteurs, hein, c'est eux le plus important, c'est grâce à eux que je vis. La plupart en fait s'abonnent pour aiguiller leurs investissements. On n'est pas là que pour la technologie. Voilà, c'est avant tout ça que les gens recherchent. Donc, savoir quels sont les cryptos d'avenir. Voilà, faire attention à ne pas acheter n'importe quoi. Quelles sont les plateformes les plus sécurisées pour acheter. Les plateformes pour assurer du rendement, hein, comme on en parlait il y a quelques minutes. Voilà, les gens cherchent ça. Il y a aussi une grosse partie qui attend des infos plus un peu plus complexes, qui dépassent l'investissement personnel, hein, des choses pour avoir une meilleure connaissance de l'écosystème. Et voilà, ça moi c'est quelque chose qui m'intéresse aussi personnellement. Et il y a aussi tout simplement la philosophie qu'il y a derrière. Qui sont les gens qui construisent ces logiciels, en fait, ce système financier de demain? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Pourquoi ils font ça? Et voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi, donner la parole à ces gens-là. Et parce que depuis que je suis ce secteur, moi, ce qui me fascine, c'est l'intelligence qu'ont ces personnes. Certains sont un peu plus extrêmes que d'autres. Il y en a qui ne supportent pas le système bancaire actuel, le système financier actuel, et qui se battent, hein, qui sont vraiment en rébellion totale. Mais c'est passionnant à suivre. Ouais. Oui, et puis alors ça l'est parce que ça l'est, comme tu le dis, pour point de vue technologique, financier, philosophique. On sent vraiment quelque chose où moi j'ai pu avoir des échanges sur ce podcast où on disait par exemple, oui, mais regarde, l'or, je pourrais toujours en faire des boucles d'oreilles. Oui, mais ça veut pas dire que le cours de l'or dépend de ce que tu vas en faire, des boucles d'oreilles ou même des casseroles si t'as envie. Bon, ça risque de fondre, mais tu vois, je veux dire, c'est pas ça qui fait le cours de l'or, quoi. Et on pourrait assez facilement convenir du fait que une certaine crypto puisse être du coup plus facilement parce que stocké, alors virtuellement, mais à peu de frais. Comme tu disais, on peut pas la voler facilement, en tout cas. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages par rapport à d'autres valeurs refuges, quoi. Oui, exactement. Bon, l'or, bien sûr, comme tu dis, on peut en faire des boucles d'oreilles. On peut, ça sert aux dentistes. Hein, ça sert aussi pour créer des ordinateurs, des smartphones. Donc il y a quand même une vraie valeur à l'or si jamais tout s'écroulait, si ça valait zéro, on pourrait quand même en faire des choses. Là, le Bitcoin, oui, si ça crache, oui, non, on n'en fera rien. Mais ça a des avantages, comme tu dis, c'est plus facilement transportable. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour envoyer de la valeur en ligne sans intermédiaire. C'est pour ces raisons-là surtout que le Bitcoin est important aujourd'hui, et aussi parce qu'il y a une quantité finie. 21 millions d'unités, chacune divisible par 100 millions d'unités, donc on appelle des Satoshi. Et voilà. Et l'or, en fait, même s'il y en a peu, même si c'est rare, on continue d'en découvrir tous les jours. Et qui sait, peut-être que sur Mars, là, on va découvrir une nouvelle quantité d'or et le marché de l'or pourrait s'écrouler. Tandis que le Bitcoin, c'est sûr, on ne pourra pas dépasser les 21 millions d'unités. Alors, si je dois prendre un tout petit peu de recul et revenir un peu en arrière sur ta découverte et voilà, est-ce qu'on pourrait parler de je sais pas, de grandes familles
de crypto. Je sais pas si on va remonter un peu dans la blockchain, mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, moi, il y a un univers très flou pour moi encore, qui est, je vois que par exemple Akon, le rappeur, va faire une crypto. Alors on parle d'ICO. En fait, j'arrive pas à savoir ce qui est sérieux, pas sérieux, ce qui dépend de certaines boîtes, d'État, quelle grosse boîte va faire une crypto avec le Mexique. Ça, je suis passé à côté de ça. Mais enfin voilà, il y a des cryptos qui appartiennent ou qui sont lancés par du Facebook, d'autres qui sont lancés par des pays, d'autres qui sont lancés par l'Europe, d'autres qui sont lancés par des rappeurs. Et en fait, est-ce que tu peux juste... Et en effet, l'Ethereum, qui est pas vraiment comme le Bitcoin, parce que je comprends qu'il y a une techno en dessous qui peut être utilisée pour justement des non-fungible tokens. Est-ce que tu peux nous faire un tout petit cours vitesse accélérée? Je sais pas si... Et après, si vous devez aller plus loin, on s'abonnera à ta newsletter. Pour moi, on va pas trop rentrer dans les détails, mais il y a deux grandes familles de crypto. Il y a les cryptos qui sont des crypto-monnaies pures, type Bitcoin, dont le seul but, c'est d'échanger de la valeur en ligne. Et il y a les protocoles de smart contract type Ethereum, sur lesquels il y a une crypto-monnaie qui peut servir vraiment de monnaie, mais dont le but, c'est de développer des applications, des services qui sont la plupart du temps financiers. Et la crypto d'Ethereum, donc l'Ether, sert de carburant, en fait, pour utiliser les logiciels qui sont dessus. Pour moi, c'est les deux grandes familles. Après, il y en a plein d'autres, mais qui au final essayent de copier Ethereum. Après, il y a des protocoles qui servent à faire dialoguer les différents protocoles entre eux, les différentes blockchains. Mais voilà, je veux pas trop rentrer dans le détail. Pensons Bitcoin et Ethereum surtout, quoi. Et après, il y a plein de challengers. Ok, et donc toutes ces boîtes qui lancent leur Bitcoin, et toutes ces nouvelles ICO, etc. Pour toi, c'est pas des épiphénomènes. Il y en a quand même d'autres qui vont sortir petit à petit. Ou quel est l'intérêt pour une société privée ou pour un État de se lancer là-dedans? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait pu parler des grandes familles, des monnaies privées type de Libra qui va s'appeler Diem aussi. L'intérêt de ces boîtes-là, c'est que par exemple Facebook voit un peu se resserrer le marché de la donnée. C'est-à-dire que c'est de plus en plus protégé. Certaines zones type l'Europe pourraient interdire à Facebook de siphonner les données. Donc ils sentent bien qu'il faut qu'ils trouvent des nouveaux relais de croissance et lancer sa propre crypto-monnaie. Donc c'est débouler dans les services financiers. Et l'intérêt pour Facebook d'être dans Libra et donc Diem, c'est se lancer dans de nouveaux business tout simplement. Okay. Pour les États, donc qui peuvent aussi lancer leur crypto, les travaux ont quand même commencé. Là, c'est juste pour c'est parce que le cash est en train de disparaître. Il faut trouver des formes numériques au cash. Et voilà, c'est juste une évolution. Mais alors, si je reprends la philosophie derrière les cryptos. En fait, et c'est pour ça que je m'y intéresse pas trop, parce que ce soit un État ou une entreprise, je me dis il y a le côté décentralisé qui disparaît. C'est-à-dire que est-ce que c'est juste philosophique ce que je dis, ou est-ce que enfin, je veux dire, si l'Europe ou la France se dit tiens, je vais faire ma propre crypto qui est liée à l'euro, qui est liée à je sais pas quoi, je me dis en fait ça n'a plus aucun intérêt. C'est plus du tout décentralisé. Mais voilà, en fait, l'utilisateur doit en fait arbitrer entre avantages et inconvénients d'une crypto qui est plus ou moins décentralisée en fonction de ce qu'il souhaite. Par exemple, quelqu'un qui s'y connaît pas trop en Bitcoin, il préfère, il accorde plus de valeur à une monnaie qui est backée par la Banque Centrale Européenne. Oui, et je peux me dire à la limite que j'essaie par rapport à ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, je peux me dire aussi qu'avec mon portefeuille là-dessus, c'est peut-être plus décentralisé, mais comme il y a plus de banques ou d'intermédiaires, finalement, je reste quand même pleinement propriétaire de tout ça. J'ai peut-être moins de risque de défaut. Sur mon portefeuille de crypto euro, par exemple. Dans un portefeuille de crypto euro, tu veux dire géré par la Banque Centrale Européenne? J'aurais pas la SG ou la BNP entre eux et moi, et donc je serais certain d'être propriétaire de ces cryptos. Oui, ça c'est sûr. Mais on fait confiance à la Banque Centrale Européenne pour trouver des petites astuces pour ponctionner si jamais ils en avaient besoin, quoi. En fait, la valeur d'une crypto, c'est la confiance qu'on peut avoir dedans. C'est la valeur d'une monnaie. Mais donc ça veut dire que l'avantage serait peut-être que ça va peut-être
c'est peut-être moins, ça va peut-être pas être divisé par 10, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour le Bitcoin qui pourrait l'être. Ça semble pas complètement farfelu de se dire ça passe de 50-60 à 5. C'est pas impossible. C'est 5 000, pardon, de 50-60 000 dollars à 5 000 dollars. Alors que une crypto backée par un État ou un groupement d'États, sauf si c'est un État très exotique, mais a priori devrait pas être divisé par 10 parce que... Non, parce que la Banque Centrale Européenne va toujours faire en sorte que la valeur de la monnaie soit fixe. Par contre, on se rend compte de la baisse de sa valeur ou de la hausse de sa valeur avec le pouvoir d'achat qui augmente ou qui baisse. C'est là qu'on voit, quoi. Ok. Après, je voulais voir avec toi alors, moi, en gros, c'est très simple, hein, et je crois que je l'ai déjà dit ici, mais on m'a dit un jour, je pense que c'était Éric Larchevêque, où, en gros, les deux grandes cryptos qu'il faut regarder, c'est Bitcoin et Ethereum, quoi. Donc, oui, je suis d'accord. Donc, moi, je me suis pas intéressé à quoi que ce soit d'autre. J'en connaissais 2-3 autres, mais je les ai même, je crois, oubliés, tu vois, comme ça, voilà. Je crois que j'avais investi dans une ou deux autres avant, mais en fait, je les ai un peu mis de côté. Et ça me va très bien. Mais c'est les deux plus importantes. Mais pourquoi ? Parce qu'il faut quand même donner des raisons objectives. En fait, elles existent depuis suffisamment longtemps. Elles ont montré leur résilience. Elles n'ont jamais été hackées. Et en fait, voilà, une crypto-monnaie qui sort aujourd'hui, que tout le monde pourrait se rendre compte qu'elle a beaucoup de potentiel, mais il faut surtout pas la conseiller parce que c'est au bout de 4, 5, 6 ans qu'on se rend compte que celle-ci vaut le coup. Il faut que les fondateurs restent dans l'équipe de développement le plus longtemps possible. Il faut qu'il y ait une communauté de qualité autour. Il faut aussi qu'il y ait suffisamment de preuves pour assurer les gens qu'il n'y ait pas de hack. Mais ça veut aussi dire que, je veux dire, on fantasme tous sur toutes ces personnes qui ont eu des bitcoins à 10 dollars, à 100 dollars, même maintenant à 1000 dollars finalement. Tu peux te dire, bon, ils ont fait x50, potentiellement en tout cas. Mais à cette époque-là, il y avait zéro confiance en Bitcoin. Donc, je veux dire, il faut aussi être conscient que si jamais tu veux faire du x1000, faut peut-être mettre 100 balles sur 50 cryptos différentes. C'est une option, par exemple. Oui, c'est une option, mais moi, pour les gens qui seraient intéressés pour investir dans autant de cryptos, faut quand même regarder ce qu'il y a derrière. Faut pas juste prendre les 100 plus grosses et mettre au hasard. Il faut faire ses propres recherches. Et pour en revenir sur ces personnes qui ont acheté quand ça valait 100 dollars, 50 dollars, il faut pas vraiment jalouser, quoi, parce que c'est des gens qui ont pris un risque énorme à ce moment-là, et je suis sûr que ces personnes-là ils ont pas mis 50 000 euros de leurs économies, quoi. Non. Et puis aussi, si on avait été là à ce moment-là, à coup sûr, si on avait acheté quand ça valait 100 dollars, je suis sûr quand le jour où ça a atteint 200 dollars, on se serait dit waouh, c'est génial, je vais tout vendre. Je vais tout vendre. Et sur Twitter, on arrive à déterrer des tweets comme ça, des gens qui disent oulala, c'est monté à 12 dollars, ça ira pas plus haut, je vais tout vendre. Donc en fait, il faut être capable de tenir. Et pourquoi je dis aux gens de faire leur propre recherche, c'est que si vous vous rendez compte que cette crypto peut changer le monde, parce que vous comprenez vraiment le besoin auquel elle répond, vous serez moins sensible aux variations et vous direz j'ai intérêt à la garder la plus longtemps possible et pas parce qu'elle a atteint un certain niveau, quoi. Ouais. Oui, et on en parlait avec Jean-Marc Jacobson, hein. Lui, je crois qu'il en avait acheté à quelques dollars. Il me dit, moi, quand ça a fait x10, j'ai vendu en me disant c'est extraordinaire, j'ai fait l'affaire de ma vie. Et puis quand ça avait refait x10, et puis quand ça avait refait x10, il s'est dit, bon, je vais en racheter. Et puis, enfin voilà, ouais. C'est forcément, tu loupes des parts. Et j'ai un exemple assez saisissant là-dessus. J'ai fait un article il y a pas longtemps sur les gens qui ont survécu aux précédentes bulles et aux précédents crash du Bitcoin. Et il y a l'un des intervenants en fait qui me racontait que il avait vendu ses 3 bitcoins quand ça avait atteint 10 000 dollars à la fin 2017. Il avait fait ça un soir, et en fait le matin il s'est réveillé, il était content parce qu'il avait encaissé une sérieuse plus-value parce qu'il avait acheté quand ça valait 3 000 dollars, donc c'est quand même x3, donc c'est quand même intéressant. Mais il était triste en fait d'avoir vendu ses bitcoins, et en fait il les a rachetés automatiquement. Donc je trouve que c'est un raisonnement plus sain. Il faut acheter juste dans un intérêt spéculatif. La plupart font ça, mais pourquoi Bitcoin a de la force, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une vraie croyance derrière. C'est un peu de l'idéologie, mais je trouve que c'est le plus intéressant. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que
d'autant de financiers purs qui font ça depuis longtemps te disent mais tout ça c'est de la trompette, c'est n'importe quoi, c'est que de la spéculation, etc. Et toi qui traîne là-dedans depuis quelques temps et qui est assez spécialisé, qui écrit là-dessus, a une approche beaucoup plus profonde du truc. Et c'est le cas de pas mal de monde. Moi déjà, j'ai pas à donner mon avis. Mais par contre, je trouve que c'est plus intéressant, voilà, ces gens-là qui ont une conviction profonde. Et tu parles de spéculation, c'est intéressant, mais en fait, toutes les technologies émergentes ont une part de spéculation au début. Les spéculateurs, les traders, tout ça, en fait, sont souvent les premières personnes à repérer qu'il y a quelque chose qui va devenir une partie importante de notre économie dans les années à venir. Et voilà, par exemple, les biotech. Par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de spéculation autour des biotech. Les gens qui inventent la médecine de demain. Et il y a beaucoup de spéculation et ce n'est pas forcément mal. C'est juste les traders ont repéré que ça serait important. Donc voilà, ils y mettent tous leurs sous. Et pour le Bitcoin, c'est un peu pareil. Et un jour, la spéculation va s'arrêter autour de Bitcoin parce que voilà, l'écosystème aura atteint une sorte de plateau. Tout le monde utilisera les bitcoins et voilà, ça sera moins volatile et tout. Mais là, on n'est qu'au début. Ça fait que 12 ans que ça existe. Donc c'est normal, il y a de la spéculation. Alors, si je reprends le fil, on a dit finalement Ethereum, Bitcoin, si vous vous y connaissez pas bien, c'est quand même là où il faut commencer à regarder, tout simplement. Deuxièmement, faut s'y intéresser un peu et aussi la philosophie et voilà, pas faire ça que pour spéculer parce que c'est quand même risqué. Enfin, je vois, moi, c'est toujours des plus 10, moins 10, etc. Donc, faut être un peu accroché. Tu as dit aussi, et ça, on le répète jamais assez, mais alors on va parler généralement de 5% de ces investissements, 10%, 15 max, mais déjà, faut s'y connaître. J'entendais Cyril Paglino qui disait, moi, je fais beaucoup plus, je suis entre 30 et 50, mais parce que je m'y connais très bien, mais même en s'y connaissant très bien, je trouve. Ou alors, faut avoir vraiment tes yeux rivés comme un trader dessus tout le temps parce que ça commence à être vraiment très, très exposant. Mais donc, 5 à 15%, mais réfléchissez, parce que selon vos économies, ça peut faire 5. Moi, je mets à peu près entre 5 je mets entre 10 et 15% mensuellement de mon investissement là-dedans. Et finalement, depuis un an, ça commence à représenter un peu. Et je suis pas mécontent depuis un an, en tout cas. Tout dépend de son appétence au risque. Voilà, on peut mettre entre 1 et 10%. Je pense que c'est le plus conseillé. Après, voilà, on peut prendre plus de risques. Mais la stratégie que tu as déterminée, je trouve que c'est la meilleure. Mettre un tout petit peu chaque mois, juste ce qu'on est prêt à perdre. Là, en plus, en ce moment, tous les bars sont fermés. Tout ce que tu peux mettre dans des bières, tu le mets. Ça représente vite beaucoup d'argent. Mais voilà, il y a plein d'entreprises comme ça qui le font. La plus connue, c'est Stacking Sat. Donc, en fait, on détermine un virement par mois. Voilà, vous leur envoyez pour tous les mois, par exemple, 50 €. Eux, ils s'occupent d'acheter des bitcoins pour vous. Vous les recevez sur un portefeuille. Et tout ça se fait de façon automatique et ça permet de lisser la volatilité. C'est-à-dire ne pas avoir acheté quand c'est trop haut et qu'après ça se crache, quoi. À 15 balles, j'en ai vu 17, 18 la pinte à Paris dans certains endroits. On va vite mettre 100, 200 balles par mois sur des cryptos. Vous pouvez être millionnaire à arrêter de boire des bières à Paris, ça c'est sûr. Et vous serez plus fin aussi, plus en forme. D'accord. Ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner. Remplacer votre investissement bière en Bitcoin. Non, socialement, c'est différent. Ok, et après, donc, on est d'accord tu vas pas me dire le contraire, a priori, on doit être propriétaire de ces bitcoins plutôt que de passer par Revolut, toutes les plateformes qu'on peut utiliser. Exactement, pour épouser de façon totale la crypto-philosophie, en fait, il faut être propriétaire de son wallet, de son portefeuille qui détient les bitcoins. Parce que on parlait tout à l'heure de Chypre où à un moment l'État a failli a ponctionné les comptes bancaires. Si vous laissez toutes vos cryptos sur Coinbase ou Binance, les principales plateformes d'échange du monde, en fait, celles-ci, elles peuvent potentiellement avoir un problème, se faire hacker, vous pouvez tout perdre. Donc, en fait, pourquoi s'exposer à la crypto pour avoir les mêmes problèmes que dans le secteur bancaire? Donc, voilà, autant jouer le coup à fond et apprendre à utiliser les cryptos, apprendre à manipuler des clés publiques, des clés privées, qui sont en quelque sorte les numéros de compte et les mots de passe de vos accès, d'accès à vos comptes crypto. Donc, autant apprendre à faire ça.
Voilà, moi je le recommande. Bon après, au départ, ça peut être un peu rebutant hein, parce que c'est des suites de alphanumériques, donc voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais voilà. Mais attends, il y a plein de manières. Je sais pas, des Dashlane, des OnePassword, tout ça, ça doit pouvoir te gérer ça, non ? Oui, c'est possible. Mais ça peut être un peu rebutant au début. Mais voilà, pour les gens qui nous écoutent et qui ont pas encore décidé d'en acheter, moi voilà, je vous recommande d'être propriétaire de ses propres cryptos. Alors, t'es journaliste, t'aimes pas donner des noms de boîtes, etc. Si je dois en donner 3, par exemple, sur quel moi je suis inscrit sur Kraken, par exemple, Kraken. Tu peux m'en donner 2 autres endroits pour acheter tes cryptos. La plus connue, c'est une plateforme d'origine chinoise hein, qui maintenant n'est plus vraiment en Chine, hein, mais qui s'appelle Binance. Ouais. C'est là où c'est le moins cher. Après, moi, je tiens à citer aussi les entreprises françaises hein, qui sont dedans parce que c'est très important qu'on ait des vendeurs de crypto en France parce que il y a un vrai enjeu de souveraineté. Donc, on peut parler de CoinHouse, qui est un courtier, qui est régulé par l'AMF. Donc, en fait, ça veut dire que si vous achetez là-bas, voilà, il y a une certaine assurance sur la sécurité, tout ça. Vous pouvez il y a StackingSat, donc on en parlait juste avant, qui permet de mettre en place des virements réguliers pour acheter du Bitcoin et juste du Bitcoin. Après, il y a Bitpanda qui est un acteur autrichien mais qui vient d'arriver, qui vient d'arriver en France, qui est aussi donc régulé par l'AMF. Je voudrais aussi parler de Paymium. Paymium qui là par contre n'est pas un courtier, c'est une vraie bourse d'échange qui fait que du Bitcoin. Okay. Eux, ils n'ont pas encore reçu leur label AMF, mais ça ne saurait tarder. Mais voilà, le plus simple en fait, c'est de taper AMF et prestataire de services en actifs numériques. Et c'est là que vous verrez toutes les entreprises qui ont été régulées. D'accord. Il y a aussi le géant Coinbase américain. Mais bon, celui-là, souvent, quand c'est des périodes de forte volatilité, c'est-à-dire quand le cours monte très très haut ou qu'il descend très 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 bas, la Coinbase bloque. Donc vous ne pouvez plus vendre ou acheter dans des moments assez stratégiques. Donc moi, je recommande de passer par d'autres acteurs. Ok, on en a quelques-uns. Super. Généralement, on s'inscrit et j'imagine qu'on est accompagné quand même bien main dans la main bien sûr, par ces acteurs. C'est assez simple. Bon, après, il faut montrer patte blanche et donner des documents d'identité, hein, parce qu'on parle toujours du Bitcoin qui permet de blanchir, qui permet d'aller sur de l'Artnext et tout. Mais aujourd'hui, acheter du Bitcoin sans donner ses papiers d'identité, c'est quasiment impossible. Ok. Super. Donc maintenant, on voit quoi acheter, où l'acheter. Enfin, lesquels on vous recommande pas les acheter nécessairement, mais ce sur quoi on peut acheter un millionième de Bitcoin. Ah ben un Bitcoin, on peut le diviser par 100 millions d'unités. Donc techniquement en fait, vous pouvez acheter un Bitcoin avec 1 centime. Hein. Okay. C'est possible. Bon, on vous offrira jamais cette possibilité parce que les courtiers, il faut bien qu'ils récupèrent des commissions dessus. Donc souvent le minimum qu'on peut trouver, c'est à partir de 10 €, $10. Certaines boîtes, ça peut être $1. Il me semble que sur Revolut, ça peut être à partir de sommes comme ça. Faut voir. Mais bon, voilà, pour des petites sommes, vous pouvez commencer à investir. Et d'ailleurs, c'est une des idées reçues souvent qui empêche les gens d'acheter du Bitcoin. Ils disent mais c'est trop cher, je peux plus en acheter, c'est $50 000. Mais non, en fait, on peut acheter des poussières de Bitcoin. D'accord. Très bien. Et alors après, si je reviens sur les différences entre Bitcoin et Ethereum, justement. On a un peu l'impression que finalement Bitcoin a gagné. Alors, on va revenir sur le début d'année 2020. Pourquoi tout ça a augmenté autant ? On a un peu l'impression que Bitcoin a gagné cette bataille de la valeur refuge. Enfin, c'est la reine, la crypto des cryptos, un petit peu. On l'appelle le king. Hein. C'est ça. Et donc le roi plutôt, oui. Du coup, la crypto des cryptos. Pourquoi Bitcoin a gagné ça ? Et qu'est-ce qui fait la grosse différence avec Ether? J'ai compris qu'il y avait cette techno qu'on peut utiliser en dessous. Mais est-ce que finalement, cette techno ne donne pas plein de valeur à Ethereum, du coup ? Si. En fait, Ethereum a été développé parce que Bitcoin était limité sur certaines choses, donc ce qu'on appelle les smart contracts, donc pour développer des applications dessus. Et c'est Vitalik Buterin, son co-créateur, qui s'est dit on n'arrive pas à faire évoluer Bitcoin, la communauté n'est pas assez ouverte à ce qu'il y ait une révolution de palais, donc je vais créer Ethereum. C'est comme ça que ça a été créé. Mais les protocoles fonctionnent un peu de la même façon. Par exemple, c'est le même algorithme de consensus. Il faut faire tourner des ordinateurs super puissants pour valider les transactions. Mais Ethereum devrait changer bientôt en adoptant une méthode beaucoup moins énergivore.
Sinon, voilà, les différences, c'est ça. Hein, mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que Ethereum, c'est surtout une plateforme pour développer des applications, la plupart du temps financières dessus. Et quand je développe ces applications, alors ça peut être smart contract, ça peut être des financiers ou notariaux, ou enfin voilà, différentes choses de propriété, d'échange, voilà, je sais pas, même dans le luxe, on voit des sacs, des actes de propriété, de montres, etc. Ça, on pourrait le faire sur Bitcoin. Ouais. Parce que tous ces éléments-là, en fait, c'est juste, ça repose sur des certificats d'authenticité qui sont inscrits dans la blockchain. D'accord. Donc ça, c'est possible dans Bitcoin, possible dans Ethereum, possible dans plein d'autres. Et pourquoi on choisit ces plateformes, c'est parce que c'est très très sécurisé et voilà, c'est gravé dans le marbre, quoi. Ok. Et alors après, quand on utilise toutes ces cryptos en termes de dev, on paye quelque chose à quelqu'un? Il y a des fees? Comment? Il y a des frais de réseau, en fait. Dès qu'on utilise Bitcoin ou Ethereum pour juste faire un transfert de valeur, oui, on va payer des frais. Et ces frais vont aux mineurs, aux gens qui sécurisent le réseau avec leurs ordinateurs. Donc si je me pose cette question, je mets en avant ma faible expérience et connaissance du réseau, les mineurs, ils touchent un pouillème de Bitcoin qui est toujours le même? Non, en fait, ça dépend des moments. Quand le réseau est très très utilisé, les frais augmentent. C'est l'offre et la demande. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que par rapport aux données utilisées, parce que si je suis payé, je dis une connerie, mais un millième de Bitcoin par X données utilisées sur mes serveurs, et que le Bitcoin vaut 5000 ou qu'il vaut 50 000, c'est pas du tout la même chose. Ah oui, tu vois, je suis prêt à investir beaucoup plus dans mes serveurs ou dans pas mal de choses. Mais c'est pour ça que c'est une industrie compliquée et que de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a des mineurs qui débranchent leurs ordinateurs parce que c'est plus assez rentable de miner. Et ça peut aussi arriver. Enfin, le prix du Bitcoin compte beaucoup là-dedans, mais il y a aussi le mineur, pardon. Tu réexpliques très vite, pardon. C'est la personne qui a ses serveurs, qui fait tourner des ordinateurs très 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 puissants pour valider les transactions. Et c'est pour ça que le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. C'est parce qu'il y a plein d'ordinateurs qui sécurisent le réseau. D'accord. Et donc, plus il y a de monde sur le Bitcoin, plus il y a de transactions, plus il y a besoin de mineurs, plus c'est énergivore, plus... Le nombre de transactions ne dépend pas vraiment de la puissance, du nombre de mineurs qu'il faut. On pourrait là très bien avoir 1 milliard de personnes en plus qui utiliseraient Bitcoin. Le réseau actuel fonctionnerait tout à fait. Le seul truc qui fait qu'il peut y avoir plus de mineurs, c'est qu'en fait, si le cours monte encore, parce qu'il y a plus d'incitation à miner. Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, oui, le mineur est payé... en pouillème de Bitcoin, quoi. Et donc ma question était de dire, oui, en fonction du prix du Bitcoin, je vais être plus intéressé ou non à remplir mon bureau de serveurs. Et il y a une autre équation, c'est le prix de l'électricité. Un mineur peut être incité à débrancher ou à rebrancher ses machines s'il obtient un accord avec le producteur d'énergie du coin. D'accord. Ok, donc... on va pas aller se mettre dans le mining tout de suite. Je pense que ça, c'est un peu trop complexe. Il y a des gens qui faisaient ça il y a pas si longtemps que ça, qui avaient 2 bécanes chez eux qui tournaient là-dessus. Là, aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a une telle concurrence entre les mineurs. Donc, en fait, il y a le progrès technologique, le progrès technique, pardon, qui fait qu'on a des machines de plus en plus puissantes. Et oui, là, le mythe du petit geek qui fait tourner son ordinateur dans sa cave, là, ce n'est plus du tout possible, quoi. Ok. Si je reviens sur les frais, dans les cryptos, donc ces mineurs, ils gagnent sur toutes ces transactions. Si moi, je développais des logiciels, etc., là-dessus, je paye à chaque fois qu'il y a des mouvements, c'est ça. Si j'achète une crypto, moi, j'ai un frais qui est pour mon broker. Oui. Tu as dit CoinHouse, Binance, etc., qui lui-même paye ses fees, j'imagine. Mais une fois que je les ai, j'ai plus de fees. Une fois que vous les avez, une fois que c'est sur un portefeuille et que vous souhaitez pas les faire bouger, oui, c'est terminé. Mais quand vous en achetez chez un broker ou sur un exchange, si vous voulez les rapatrier sur votre portefeuille à vous, que vous êtes le seul à contrôler, là, c'est comme si vous envoyiez à quelqu'un. Donc il y a une transaction. Donc là, ça coûte un peu en frais. Alors, et c'est ça ma question du coup sur Binance, CoinHouse, Kraken, etc. C'est pas sur mon portefeuille, c'est chez eux. Ouais, vous les achetez en fait et ils les gardent pour vous. Eux, ça les arrange parce que ça fait qu'ils ont plus de liquidité pour assurer tous les flux entre leurs clients.
Mais idéalement, faut pas faire ça. Bah, idéalement, faut l'envoyer chez soi, quoi. Faut pour être le seul propriétaire de ces cryptos. Et ça, c'est ce moment-là où tu as besoin besoin ou pas, mais de logiciels comme Ledger ou qui vont te permettre de fortifier un peu ton portefeuille. Oui. Si on peut recommander quelque chose aux gens, oui, c'est d'envoyer sur un portefeuille très sécurisé, type Ledger. En gros, ça crée une sorte de coffre-fort autour de vos bitcoins dans la blockchain. Et vous êtes pour l'instant, ça n'a jamais été hacké. Donc à date, c'est la solution la plus sécurisée. Vous pouvez aussi tout simplement télécharger une appli sur votre smartphone avec un portefeuille de crypto, mais bon, ça sera moins sécurisé. En fait, investissez dans un Ledger si vous commencez à avoir assez de crypto, je dirais à partir de 100 € en fait de crypto, ça devient intéressant d'avoir un Ledger. Donc ça va vite, quoi. Et ouais, en effet, ça semble assez parce que moi, elle reste encore dans des prestats comme ça. Et donc derrière, les rapatrier chez soi, c'est facile avec tous ces prestats sur CoinHouse. Oui, c'est facile, c'est facile. Et en plus, CoinHouse, eux, ils incitent leurs clients à sécuriser eux-mêmes leur crypto. Voilà. Et moi, comme on disait tout à l'heure, pour vivre l'expérience crypto de façon totale, c'est ce qu'il faut faire. Ok. Bon, bah alors on va tous acheter en groupe des ledgers, il y a des prix de groupe, j'ai vu. Alors il y a eu une faille, d'ailleurs, tiens, parlons-en, parce que j'en ai parlé toute la dernière fois avec Jean-Marc Jacobson, et j'avais pas vu donc sur Ledger, il y a eu une faille, mais qui concernait pas les cryptos, qui concernait les données autour, c'est ça? En fait, c'est le fichier client qui a été siphonné par des hackers, mais les cryptos des gens sont toujours en sécurité, il y a aucun souci. Ce qu'il faut juste, c'est si quelqu'un, même Ledger, n'importe qui, te demande ton code ou un certain nombre, tu le donnes pas, c'est tout, point. Exactement. Voilà, il y a eu plein d'attaques de phishing et ça arrivait par email, ça arrivait sur les numéros sur le numéro de téléphone aussi. Et donc voilà, ouais, Ledger disait, des gens se faisant passer pour Ledger disaient voilà, on a une faille de sécurité, mais envoyez-nous vos codes, comme ça après, vous serez à l'abri. Voilà, je sais pas si des gens se sont fait avoir, mais pour l'entreprise, ça a été un vrai problème d'image. Mais en tout cas, sa technologie est toujours la plus performante du monde pour protéger les cryptos et moi, je conseille toujours les gens de rester sur Ledger, quoi. Alors, avant de passer aux non-fungible tokens, petite juste analyse de pourquoi tout a explosé là sur les 6-8 derniers mois, dernière année peut-être, mais quels sont les risques après, etc. Quelle est ta boule de cristal? Non, sans aller juste là, qui met mal à l'aise. Non, déjà parlons du passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux éléments pour moi. C'est que les bières, déjà. Okay. Mais surtout, les États, en fait, ont imprimé en masse de l'argent pour financer la crise sanitaire, la politique, les plans de relance pour le Covid. Là, dernièrement, le Congrès américain vient de voter un plan de 1900 milliards qui fait suite à un premier plan voté au printemps, et c'est quelque chose comme 4000 milliards qui a été créé simplement aux États-Unis. En Europe, on a fait pareil. Donc, je ne sais pas si l'euro, le dollar vont perdre énormément de valeur, mais par contre, les gens, quand ils voient ça, forcément, il y a un doute. Est-ce que l'euro que j'ai aujourd'hui ne va pas perdre de la valeur dans 10 ans à cause de ça? Donc on peut comprendre qu'on ait envie de mettre son argent dans quelque chose de plus sûr. Et Bitcoin, avec toutes les qualités qu'on a énoncées tout à l'heure, en fait, peut remplir cette fonction. Donc les gens peuvent un peu fuir le monde traditionnel à cause de cette impression de billets en masse. Le deuxième truc qui fait que ça a beaucoup pris, c'est que les institutionnels sont enfin arrivés dans le secteur. Historiquement, les cryptos, c'est un marché de particuliers. Et là, les entreprises, les gros fonds, on l'a vu, sont venus en masse. Là, l'exemple le plus parlant, c'est Grayscale, qui est un trust américain dans lequel c'est le véhicule d'investissement préféré des investisseurs institutionnels pour arriver dans le Bitcoin. Le fonds maintenant détient 40 milliards de dollars surtout de Bitcoin pour le compte de ses clients. C'est stratosphérique. Il y a un an, ils avaient que 1 milliard. Donc, faut se rendre compte de l'impact.
Et les entreprises maintenant achètent de plus en plus de Bitcoin, parce que le dollar commence à perdre de la valeur, on en parlait là, mais en l'espace d'un an, le dollar a perdu 10% de sa valeur. Donc les entreprises qui ont une trésorerie avec beaucoup de cash, en fait, si elles laissent leur cash, c'est un peu comme un glaçon qui fond. Et elles peuvent avoir un intérêt à acheter un peu de Bitcoin. C'est ce qui s'est passé avec Tesla, qui a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. Mais le mouvement a commencé, selon moi, en août, quand une entreprise qui s'appelle MicroStrategy, qui est une entreprise cotée sur le Nasdaq, qui fait des milliards de chiffres d'affaires par an, c'est une grosse entreprise, qui a commencé à acheter des bitcoins, justement, parce qu'ils n'avaient plus confiance dans le dollar. Ils se sont dit, là, pour couvrir les plans de relance, là, on a imprimé trop de billets. Moi, j'ai peur de l'avenir, donc je vais acheter un peu de bitcoin. Ce un peu s'est transformé en beaucoup, parce que là, actuellement, en tout, ils ont investi plus de 2 milliards de dollars en 6 mois dans bitcoin. C'est considérable. C'est l'entreprise qui en détient le plus. Et ça s'est révélé plutôt un bon placement, parce qu'ils ont doublé. Donc ils ont plus de 4 milliards aujourd'hui en trésorerie. Pas con, j'aurais dû faire ça avec une boîte. J'y réfléchis. Quelle est la proportion des Covid traders là-dedans ? Est-ce que le grand public est aussi un des éléments importants, j'imagine ? Oui, j'oubliais un peu ce point. Merci de me le rappeler. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, surtout aux États-Unis, qui ont reçu un chèque pour dans le cadre de la politique de relance de la crise sanitaire. Et les gens qui ont pu garder leur travail, qui grâce au télétravail, en fait, c'est de l'argent gratuit qui est arrivé comme ça. Et avec les bières, j'y reviens. Non, mais je disais ça en déconnant, mais c'est un peu vrai. Mais C'est-à-dire qu'il y a moins d'activités, que ce soit les bières, les matchs de baseball ou tout ce qui est annulé autour. En fait, tu sors plus de chez toi, donc exactement, quoi. Exactement. Pourquoi pas investir ? Et en France, il s'est passé la même chose. Voilà, comme tu dis, on a plus trop de dépenses de loisirs, donc pourquoi pas s'essayer à la bourse ? Et et je pense que, les cryptos, c'est pas les seules choses qui ont bénéficié de ça. Hein. Si l'action Tesla a explosé, si les actions des GAFA ont explosé aussi, c'est aussi à cause de ça. C'est des entreprises qui sont très 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 populaires. Vous demandez. Ce sont les têtes de gondole un peu de l'investissement, quoi. Donc exactement. Pour le grand public, quelqu'un qui veut acheter sa première action, il va forcément aller vers un GAFA ou voir du Bitcoin parce que c'est un peu sexy. Donc ça veut dire que c'est aussi potentiellement le pied d'argile du moment, c'est-à-dire que c'est aussi ceux qui se retirent très vite dès que ça vacille, quoi. Exactement. Mais je pense que ces gens qui ont investi dans les cryptos avec ces chèques surprises, c'est de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Donc je pense qu'ils peuvent encaisser une grosse baisse, mais oui, ça peut être à double tranchant. Mais pour moi, le plus gros cataclysme qu'il pourrait y avoir, c'est si par exemple Tesla revendait tous ses bitcoins d'un coup. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans Bitcoin parce que Tesla était arrivé, parce que Tesla et Elon Musk surtout étaient arrivés. Donc, pour moi, là, c'est le plus grand danger à court terme. C'est vraiment passionnant et c'est ce qu'il faut, en effet, j'imagine, suivre de manière très, très précise, ou alors justement ne pas suivre et se dire finalement j'investis sur le très long terme comme dans toutes les valeurs, et puis se dire je mets mes 100 ou 200 dollars ou 2 euros par mois de Bitcoin et puis advienne que pourra dans 10 ou 15 ans, quoi. Je pense que c'est le mieux. D'ailleurs, il y a plein de mèmes sur Twitter qu'on voit souvent. On voit avant-après la crypto. Quelqu'un avant qui fait des superbes nuits, qui dort trop bien. Et on voit quelqu'un qui, après la crypto, en fait, qui regarde tout le temps le niveau des cours la nuit et qui ne dort plus. Et ça, en fait, il faut pas vouloir jouer au trader parce que on sera toujours mangé par plus gros que soi. Il y a des gens qui analysent le marché, mais constamment depuis des années, qui savent quand acheter, quand vendre. Il faut pas vouloir être plus malin qu'eux. Donc, l'investisseur qui veut arriver, il met dedans une petite somme chaque mois régulière, ce qu'il est prêt à perdre. Il ne regarde pas tous les jours. Et il aura certainement une bonne surprise dans quelques années, parce que quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin est toujours gagnant au bout de 3 ans, depuis que le Bitcoin existe. Donc, il faut attendre. Comme le précisait ici Marc Fiorentino, on est probablement dans une bulle dont Tesla, dont les bitcoins, dont les valeurs tech, dont beaucoup de choses en fait finalement. Du coup, on peut se dire, alors en tout cas, si on n'adopte pas cette stratégie au moins, que c'est peut-être pas le bon moment pour rentrer. Le problème, c'est que depuis que je me dis ça, enfin moi je rentre quand même, mais depuis qu'on me dit ça autour de moi, d'ailleurs la plupart des gens qui me disaient ça avec force et véhémence ont fini par rentrer à 40 000 le Bitcoin ou à... 40 000, par rapport aux projections qu'on a sur ce cycle de bulles,
ça pourrait monter jusqu'à 100 000 $, voire même un peu plus. Bon, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais si par rapport à ce qui s'est déjà passé sur les dernières années, ça, on pourrait avoir ce prix-là. Donc 40 000 $, finalement, ça peut être un bon point d'entrée. Mais je voudrais revenir par rapport à la conviction dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour rentrer dans Bitcoin. Juste si vous estimez que ça apporte quelque chose en fait à la société, que ça peut un peu, enfin que ça apporte de la valeur dans le nouveau système financier, bah investissez dans Bitcoin. Et voilà. Alors, dans le côté lyrique, avant de revenir sur Ethereum et les NFT, j'ai envie d'écouter. Moi, j'adore cette approche. J'adore d'ailleurs cette approche même de la masse qui reprend un peu le contrôle de certaines choses, etc., etc. Mais d'un point de vue très pragmatique, je me dis la menace qui pèse dans tout ça, c'est finalement si Bitcoin prend trop d'importance, il va être régulé d'une manière ou d'une autre, parce que les banques centrales ne voudront pas se laisser faire, donc ça pourrait faire s'effondrer tout, en fait. Oui, c'est possible. Personne ne peut prendre vos bitcoins, par contre, on peut vous interdire d'en avoir, ça c'est possible. En Chine, par exemple, un État qui déteste la perte de contrôle a interdit depuis bien longtemps le trading de crypto. Il n'est pas interdit de détenir du bitcoin, mais il est interdit d'aller sur les bourses pour en échanger. Ça, c'est une part du contrôle. On pourrait très bien faire ça en Occident, même si je pense que ça passerait très très mal qu'on interdise quoi que ce soit. Mais oui, c'est une éventualité. Mais par contre, là, l'un des éléments qu'il faudra regarder, c'est quand les États-Unis vont sortir leur dollar numérique, quand la BCE sortira son euro numérique, est-ce qu'il y aura un durcissement de la régulation? Oui, c'est possible. Mais les communautés autour du Bitcoin auront tellement grossi d'ici là que en fait ça représente des électeurs potentiels. Et tous les gens qui utilisent Bitcoin ne sont pas des criminels. Il y en a une petite... Je te confirme. Il y en a une petite partie, bien sûr, comme les gens qui utilisent le cash le font pour de mauvaises raisons. Mais à 99%, ce sont juste des investisseurs et il faut les respecter et voilà, donc moi je vois pas Bitcoin être interdit. Et alors un des éléments déclencheurs qui pourra aussi le faire shifter dans un autre monde même de valorisation, c'est l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle d'Amazon, de Uber, etc. qui permettraient très prochainement d'acheter en Bitcoin, peut-être de te payer des commissions en Bitcoin, je sais pas. On en est où là-dessus ? Là-dessus, déjà, Uber et Amazon n'ont jamais dit qu'ils allaient supporter le Bitcoin. Par contre, il y a plus de chances qu'ils lancent leur propre monnaie numérique. D'accord. D'ailleurs, Uber est dans l'association Diem, donc l'ex Libra. Donc oui, il y a plus de chances que ça se passe comme ça. Mais il faut pas voir Bitcoin comme un outil pour acheter son pain. Ça sert pas à ça. Vous allez pas acheter votre pain avec une pépite d'or ou avec une bague. Bitcoin, c'est l'équivalent numérique de l'or. Et en France, on n'en a pas besoin. En France, le paiement fonctionne très bien. Donc, mais par contre, si vous êtes vénézuélien, bah là, par contre, le Bitcoin a beaucoup plus de valeur pour un commerçant de l'accepter. Bitcoin peut avoir de la valeur aussi si vous êtes un lanceur d'alerte. Edward Snowden, heureusement qu'il y avait Bitcoin pour sa fuite au début. Donc voilà, la grande qualité de Bitcoin, c'est ça, mais faut le voir comme une valeur refuge et pas un outil de paiement au quotidien, même si c'est possible de le faire. Mais il faut que le commerçant ait un intérêt et que l'utilisateur aussi. Moi, si j'avais des bitcoins, je préférerais les garder parce que l'histoire a montré que ça prenait de plus en plus de valeur dans le temps. Donc, je préfère utiliser mes euros qui, eux, ont plus de chances de perdre de la valeur plutôt que du bitcoin. Ok. Pour boire des bières. Exactement. Très bien. Si je reviens sur donc Ether, parce qu'on est très focus sur Bitcoin, les deux monnaies se suivent toujours plus ou moins quand même. Historiquement, le Bitcoin drive un peu tout le marché. La dominance du Bitcoin sur toutes les cryptos, c'est de l'ordre de 65% aujourd'hui. Ça tend à baisser sur certaines périodes. Là, en ce moment, voilà, cette dominance devrait se réduire. Mais toutes les autres cryptos sont dans la roue de Bitcoin. Ethereum, de ce que je comprends, est quand même en train de trouver son autonomie. Mais si Bitcoin crache très fort, ou si Bitcoin monte très fort, les autres seront dans la roue forcément, quoi. Ok.
Donc finalement avoir les deux, c'est pas con, mais et quelques autres potentiellement si on s'y intéresse vraiment. Mais si on devait prendre une Ligue 2 derrière, tu me citerais trois cryptos, 4, 5. Je pense que derrière, en fait, dans les investissements intéressants, il y a toutes les cryptos qui sont autour de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi. C'est des applications en fait qui sont construites sur Ethereum et qui ont leur propre crypto. Et chacune, a une fonction une fonction quoi. Et dans les actifs intéressants, je pense qu'on peut parler de Aave, qui est un protocole qui permet à des personnes d'apporter de la liquidité pour que d'autres personnes les empruntent. Et la crypto qui s'appelle le token de gouvernance qui s'appelle Aave, c'est le token qui permet donc de réguler tout ce système-là. Donc, Aave. Ouais. D'accord. Ça, je trouve ça intéressant. Il y a aussi tous les tokens liés aux plateformes d'échange. Par exemple, Binance a son Binance Coin. Oui, j'ai vu ça. Donc voilà, c'est une entreprise qui a un potentiel extraordinaire. Donc en fait, acheter son token, c'est un peu comme acheter une action de la société. Il y a tout ça. Mais voilà, je veux pas trop citer de noms. Voilà, mais dans les choses très intéressantes, voilà, allez regarder les protocoles de finance décentralisée et les tokens de plateformes d'échange. Ok. Si on veut en savoir un tout petit peu plus là-dessus, évidemment, on s'abonne à 21 millions. Pardon, c'est payant, hein? Oui, c'est payant. Il y a une version gratuite, mais le sel de la newsletter, c'est la version payante et vous découvrez chaque semaine des analyses, des décryptages, savoir comment investir en toute responsabilité. Voilà, et sachant que c'est quand même, toi, t'es full time là-dessus. Donc ça fait quand même beaucoup d'infos, à moins que tu bosses 18 heures par semaine, mais je crois que c'est pas le cas. Non, c'est pas trop le cas. Donc du coup, voilà, c'est vraiment un moyen d'être éclairé de manière assez deep et profonde. Avant de quitter nos auditeurs, je voudrais revenir sur ce NFT parce que donc la semaine dernière en vacances, je lisais un tweet qui disait, je sais plus quel américain disait, mais s'il faut vraiment comprendre aujourd'hui quelque chose, c'est le non-fungible token. Donc j'ai lu de longs articles, etc., etc. Bon, finalement, on en a parlé ici, je l'ai réalisé après. Hein, c'est pour ce que tu vas détenir quand tu détiens un bout, par exemple, d'un immeuble, c'est un NFT généralement. Hein, c'est ça. Tu peux me réexpliquer? Pas forcément, voilà. mais oui, c'est possible. Mais en fait, pour rester simple, enfin, un token non fongible, en gros, c'est différent de Bitcoin parce qu'un Bitcoin aura toujours la même valeur qu'un autre Bitcoin. Tandis qu'un token NFT sera différent d'un autre token NFT. Et c'est ce qui permet en fait de créer en fait des œuvres d'art numériques ou alors de numériser des œuvres d'art physiques à travers ça et les échanger sur des plateformes comme on échangerait des bitcoins. Mais la seule différence, oui, c'est qu'un token ne ressemble pas à un autre. D'accord, donc ça voudrait dire que un token est lié un objet virtuel ou réel, mais c'est un token. Son père, un autre token qui techniquement est exactement la même chose, n'est pas lié à la même chose. Donc, ils sont non fongibles. Ok. Et donc, du coup, ça veut dire que... alors, si je prends justement potentiellement des immeubles, ça peut être deux immeubles, par exemple, littéralement même identiques, si on voulait, dans la même rue, mais c'est deux immeubles, donc c'est pas les mêmes. Oui, c'est possible. Mais il peut y avoir plusieurs tokens un bien comme ça numérique peut être divisé en 8 tokens. Oui, c'est possible. C'est possible. Bah, j'ai un exemple, je pense, qui parlera aux gens. C'est Pascal Boyard, qui est un street artiste assez connu, qui utilise beaucoup la crypto. Il a fait une grande fresque dans la région parisienne qui s'appelle la chapelle Sixtine Underground. Et c'est un travail énorme. Ça fait 100 mètres carrés de surface. Il y a 400 personnages. Enfin, c'est 5 mois de boulot. Et il a numérisé donc cette œuvre-là pour que les gens puissent le soutenir. Et donc, plusieurs fans en fait ont acheté chacun une petite partie de la fresque. Et donc, chacun était un NFT. D'accord. Et alors, tu es propriétaire d'une partie de la fresque, mais tu peux pas la mettre chez toi. C'est un truc un peu relou. Non, il faut pas voir ça comme on peut interpréter une œuvre d'art physique. Là, pourquoi j'ai un intérêt à acheter un NFT de Pascal Boyard? Bah, surtout parce que j'aime son travail, j'ai envie de le soutenir. Et si par exemple l'œuvre est détruite, bah, elle continuera à vivre numériquement.
Mais on pourrait éventuellement envisager, je dis une connerie, mais alors déjà si tu mets des gens, Pascal Boyard, tu dis que je connaissais pas, mais je vais prendre un Picasso, s'il avait existé à ce moment-là, peut-être qu'il aurait pu faire ça, et tu pourrais dire en fait finalement une partie de ses œuvres, alors si j'essaie de me projeter, je pourrais avoir même un écran qui permettrait d'avoir mon œuvre qui est projetée quelque part et que je peux que projeter si j'ai ce token, par exemple, je sais pas. Oui, ça serait possible. Mais en fait, la technologie blockchain, les NFT, permet de donner de la valeur à quelque chose qui est numérique. Là, aujourd'hui, jusqu'à présent... Oui, ça peut être reproduit à l'infini. Exactement. Là, une photo, si je te l'envoie, en fait, c'est un copier-coller. Elle ne quitte pas mon ordinateur pour aller sur le sien. C'est, je copie ma photo et je te la donne. Du coup, il y a un dédoublement. Donc, le fichier n'a pas de valeur. Mais le NFT, la crypto, ça permet, que je te transfère vraiment la valeur de quelque chose. C'est sûr qu'on peut se dire un peu la même chose. Alors, c'est conceptuellement difficile en termes de projection. C'est-à-dire que je pourrais te dire, par exemple, une photo comme j'ai derrière moi d'un artiste, elle peut être reproduite à l'infini finalement, mais celle-ci, elle est signée. Voilà. C'est vraiment cette signature en fait, c'est un peu ça. Donc je pourrais dire la différence c'est que toi tu l'as mais la tienne elle est pas signée, la mienne elle est signée, c'est la vraie photo qu'il a faite pour moi, etc. Exactement. Voilà. Et en soi tu te dis c'est débile parce que c'est exactement le même objet, mais c'est comme ça en tout cas. Oui voilà, ça peut être difficile à conceptualiser, mais voilà ça donne en fait un droit de propriété numérique. Et un des exemples aussi intéressants, il y a pas que l'art, c'est le jeu vidéo surtout. Là aujourd'hui, vous êtes dans un jeu massivement en ligne, pour être plus fort, vous allez acheter une épée. Vous allez l'acheter très cher. Donc c'est très bien, mais là aujourd'hui, quelqu'un qui arrête de jouer, il peut pas vendre son épée. Et en fait, avec une technologie NFT, le NFT en question, c'est l'épée. Quand il en a marre, il revend son épée sur une plateforme d'échange et il la revend comme une voiture d'occasion parce qu'il a fini de l'utiliser. Donc ça peut apporter énormément de perspectives pour tous les jeux en ligne. Oui, et on peut le voir dans plein d'autres univers que les jeux de passion en ligne. C'est hyper intéressant. Ok, cette épée sur un NFT qui n'existe qu'une fois, qui est pas reproductible, qui a été potentiellement achetée ou gagnée d'ailleurs, parce que sur certains jeux tu peux la gagner. Bien sûr, ouais. Et pour les éditeurs de jeux vidéo, ça peut offrir plein des relais de croissance extraordinaires. Des bourses sur lesquelles ils prennent 5%, 10%. Exactement, parce que c'est eux qui vont qui vont la créer, l'épée, et donc ils vont la vendre à un certain tarif aux utilisateurs, et après les utilisateurs ils font ce qu'ils veulent sur le marché secondaire pour les revendre d'occasion. Et les joueurs seront plus incités à acheter des produits s'ils savent qu'ils peuvent les revendre. Ce qui est drôle, c'est que tu peux te projeter du coup dans plein d'univers. Je dis des conneries, mais du chêne truffier, une place de parking, je sais pas moi, un siège au Parc des Princes, j'en sais rien. Enfin, tu vois, des conneries, mais exactement. Voilà, tout ce qui peut avoir de la valeur peut être numérisé grâce à la blockchain. Fantastique. Écoute, je crois qu'on a fait une belle tournée du propriétaire. je te remercie. Donc, où est-ce que je trouve la newsletter 21 millions? Je tape 21 millions dans Google déjà. 21 millions newsletter. Et voilà, le premier lien, ça sera bon. Voilà, on s'abonne du coup à ton podcast. Et puis, on peut te suivre sur LinkedIn, Grégory Raymond. Sur LinkedIn. Mais le plus simple, c'est sur Twitter. Grégory _Raymond. D'accord, très bien. Parce qu'en effet, il doit y en avoir des Grégory Raymond un peu. Oui. C'est le truc plus relou. Il y a quand même plusieurs Mathieu Stéphanie, mais voilà, dont un de mes cousins, le pauvre, qui est dans les startups. C'est con, c'est chiant. Il faudrait qu'on se trouve un protocole entre lui et moi. Il y a un Matt et un Mathieu, tu vois. Mais ok. Écoute, je te remercie. 21 millions le podcast, 21 millions la newsletter. On a appris plein de choses. De ce pas, je fais une promo à Ledger, là, ils vont être contents, là, mais je vais aller me racheter. Mais je vais acheter ça, moi, avec mon frère. Il m'a dit que sur un des derniers épisodes, il avait failli le faire, donc je vais faire ça à plusieurs. Merci, Grégory. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité,
en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.